Je voudrais à mon tour dire très bonne année à tous les participants, au nom de l'INAPSI bien sûr, et à mon nom personnel. Mais comme Ted nous a donné juste 15 minutes pour faire la présentation d'entrée, je vais aller directement dans le sujet. Je voudrais d'abord préciser que j'ai eu l'avantage de participer à un certain nombre de conseils d'administration ici comme à l'étranger, notamment au Ghana. Et donc, j'ai pu constater qu'effectivement, des conseils d'administration peuvent fonctionner comme des équipes, mais d'autres aussi peuvent fonctionner, comme on dit souvent, de manière complètement dysfonctionnelle. C'est-à-dire, c'est des individualités additionnées. Et donc, c'est important que ce sujet soit traité. Et c'est pour cette raison que si vous prenez d'ailleurs le Code ivoirien du gouvernement d'entreprise et des responsabilités sociétales, il y a quelques éléments qui ont été mis dans ce code qui sont en faveur du travail en équipe. Alors, le travail en équipe, c'est important. On peut se poser la question de savoir de quoi parle-t-on. En réalité, vous travaillez en équipe lorsque vous participez à l'atteinte d'un objectif que vous partagez. C'est pour ça que quand vous venez dans un conseil d'administration, vous devez vous dire pourquoi j'accepte de rentrer dans le conseil d'administration. Si vous ne partagez pas l'objectif ou les objectifs de l'entreprise, ben, ça ne vaut pas la peine. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fait qu'il faut collaborer avec les autres. Je donne un exemple. Moi-même, lorsque j'étais dans des conseils d'administration, dans l'un en particulier, quand je suis arrivé, ma collaboration avec les autres membres du conseil d'administration a permis, par exemple, de renforcer un certain nombre de secteurs que le conseil d'administration ne prenait pas en compte. C'est le cas de la responsabilité sociétale, c'est le cas du genre, c'est le cas de la politique éthique, et tout ça a été autorisé par le conseil pour qu'on puisse mettre en place toutes ces politiques qui n'existaient pas. Donc, l'idée, c'était de privilégier la réussite du groupe. C'est le groupe qui doit compter, ce n'est pas sa réussite personnelle, c'est important. Et je me suis permis de vous rappeler une petite citation de Henry Ford, qui est un des précurseurs dans le domaine de la responsabilité sociétale, dit « Se réunir, c'est un début ». On s'est réunis dans un conseil d'administration. On dit « c'est un début ». Rester ensemble, c'est-à-dire on crée des liens. Ça permet de progresser. Mais travailler ensemble, c'est ça qui va amener la réussite. Et sur ce point, je voudrais vous indiquer qu'en réalité, lorsqu'on parle du travail d'équipe du conseil d'administration, il y a le conseil d'administration au sens propre du terme, mais il ne faut pas oublier tout l'environnement, c'est-à-dire le directeur général, le comité de direction et le secrétaire du conseil, s'il y en a. Cet environnement doit être pris en compte pour le travail d'équipe dont nous parlons pour accroître la performance. Voilà. Évidemment, l'une des questions que je me suis posée aussi, quelles sont les manifestations de l'esprit d'équipe dans un conseil d'administration? C'est le fait de s'impliquer. Moi, j'arrive dans un conseil d'administration, je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai été sélectionné par appel d'offres international, je rentre dans le conseil, mais personne ne me dit que je dois observer d'abord et puis ensuite dire quels sont les points faibles que je constate pour qu'on puisse améliorer l'efficacité du conseil, lui permettre d'atteindre ses objectifs et surtout d'innover. Donc, je m'implique. Donc, l'implication est importante. Donc, j'accepte de travailler en groupe avec des équipes et puis participer activement aux discussions. Vous savez, certains conseils d'administration, vous avez des gens qui ne parlent pas, j'y viendrai tout à l'heure, au conseil dysfonctionnel. Certains viennent s'asseoir au conseil d'administration et ne disent jamais rien. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais ça peut s'expliquer. Mais ils ne disent jamais rien, donc ils n'apportent aucune valeur ajoutée. Et puis, bien sûr, l'interaction que vous devez avoir avec les autres. Parce que pour que vous soyez bien intégré, il faut que vous ayez une certaine interaction avec les autres. C'est justement la recherche de cette interaction qui va nécessiter que lorsqu'il y a un nouvel administrateur, cette nouvelle administrateur subisse un parcours qui est un parcours d'intégration. Son intégration doit être réalisée de façon harmonieuse pour faciliter les interactions. Évidemment, si cette
faciliter, il y a de bonnes relations qui vont se créer avec les autres membres du conseil et il va y avoir des liens de confiance. Donc, avec un certain nombre d'éléments, puisque nous n'avons pas assez de temps, on peut créer. Mais qu'est-ce qui peut caractériser l'absence d'esprit d'équipe ou, à la limite, comme on dirait, un conseil dysfonctionnel? Il y a des conflits au sein de la direction. Toutes les grosses sociétés qui ont eu des problèmes à travers le monde, c'est l'affaire Iron, des administrateurs qui ont déclaré, par exemple, qu'ils ne disaient rien au conseil d'administration parce que tout était déjà réglé, donc ils ne disaient rien, mais ils pouvaient engager leurs responsabilités. Donc, il y a l'absence de cohésion qui va caractériser un conseil où il n'y a pas d'esprit d'équipe. Et puis, il y a le désengagement de plusieurs administrateurs. Donc, certains administrateurs ne seront pas motivés. Mais pourquoi ils ne seront pas motivés? Si vous avez, par exemple, un président de conseil d'administration qui dit moi, je suis le représentant de telle personne, telle personne, telle personne, qui ne laisse pas la parole se libérer, qui ne laisse pas chacun s'exprimer, à un moment donné, ben, les gens, ils ne participent plus. Soit ils ne viennent pas aux réunions, soit ils viennent de façon épisodique, soit quand ils viennent, ils ne prennent pas le risque de parler. Donc ça, lorsqu'on voit ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis lorsqu'on n'a pas une vision commune, une vision partagée, c'est pour ça que lorsque quelqu'un rentre nouvellement dans le conseil d'administration, il y a un travail à faire avec le président du conseil d'administration, avec le directeur général, avec certains membres du conseil d'administration pour qu'ils comprennent bien les visions. Évidemment, si vous avez un conseil d'administration qui ne participe pas de façon active à l'élaboration du plan stratégique et tout, au moment où on va dérouler ce plan stratégique, ça va être un peu compliqué parce qu'il ne comprend pas très bien. Et c'est pour cette raison que nous avons, par exemple, décidé, on ne va pas le présenter ici, mais on a dans ce genre d'exercice qui fait quoi? Il faut que ce soit très clair dans le règlement intérieur de nouvelle génération. Il faut que tout soit indiqué. Et puis, à la question de la responsabilité, j'ai déjà vu qu'un directeur général soit allé négocier la création d'une filiale commune avec une autre société, un autre groupe, sans que le conseil d'administration donne son point de vue. J'ai déjà vu qu'un président de conseil d'administration a signé un contrat sans que le directeur général le sache. Donc, si on ne sait pas très bien quelles sont les prérogatives des uns et des autres, j'ai eu un cas d'ailleurs où depuis Londres, des gens ont appelé ici en Côte d'Ivoire pour dire il y a tel PCA qui est ici, qui vient négocier un prêt pour l'entreprise. Est-ce que les gens sont au courant? Donc, ils ont appelé le DG, bien sûr, qui m'a appelé. Ce n'est pas sa mission. Et la Cour de justice de l'OADA l'a dit clairement. Donc, les débats peuvent aussi s'enliser sans réelle prise de décision. Ce que j'ai constaté, c'est que lorsque on fait les conseils d'administration dans les pays anglophones en général, il y a ce qu'on appelle une note conceptuelle. La note conceptuelle explique aux gens à quoi on veut aboutir. Mais malheureusement, souvent, ça n'existe pas. Donc, l'organisation de la réunion même peut aboutir au fait qu'on ne puisse pas travailler correctement en équipe. Et puis, il y a l'incivilité, l'irrespect dans les échanges. Lorsque nous dessinons le profil d'un administrateur pour rentrer dans un conseil d'administration, nous prenons justement en compte ces aspects-là pour éviter qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans l'incivilité, dans l'irrespect. Donc, malheureusement, souvent, les administrateurs intègrent les conseils d'administration sans que ces points-là soient vérifiés. Il n'y a pas de profil dessiné à l'avance, donc on prend les gens un peu au hasard. Et puis, il n'y a pas de véritable système de recrutement ou avec des tests éventuellement, avec surtout des entretiens avec les autres membres du conseil qui sont en place pour essayer d'évaluer le candidat. Évidemment, vous avez souvent la multiplication, la prolongation des rencontres. Donc ça, c'est la mauvaise gestion de la réunion par le président du conseil d'administration. Donc, le président du conseil d'administration va avoir un rôle important à jouer en matière de travail d'équipe. Il y a un certain nombre de déterminants. Quels sont les déterminants? Il y a d'abord l'écoute et la sensibilité. C'est très important. Si vous êtes dans un conseil d'administration, vous n'êtes pas attentif à ce que les autres disent. Pendant que les autres parlent, vous êtes sur votre téléphone. Vous n'êtes pas disponible aux autres. Donc, et puis vous sortez brusquement, vous remettez sur la table un sujet déjà discuté et tout. Ça peut créer des soucis. Ensuite, il y a la communication. Il faut savoir, nous le faisons dans le cadre de nos formations, ce qu'on appelle disons, le comportement de l'administrateur. Il faut savoir transmettre efficacement vos messages.
que ce soit verbalement, que ce soit par écrit, il faut que ce soit transmis de façon compréhensible, de façon correcte, sans que cela puisse choquer éventuellement quelqu'un en fonction des circonstances et des événements. Cela finalement va aboutir à d'autres déterminants, c'est la motivation. Quand vous êtes dans un conseil, que vous n'êtes pas motivé, parce que les gens se comportent mal, le président dirige mal le conseil, où il y a certains problèmes qui font qu'en réalité, vous vous dites, bon, moi, ça ne sert à rien, on ne pourra pas avancer dans tous les cas. Ça pose un problème. Si aussi les gens ne sont pas intègres, ben, ça peut poser des problèmes. Si tel ou tel se trouve en situation de conflit d'intérêts qui ne veut pas comprendre, alors que le conseil veut attirer son attention là-dessus, mais ça va poser un problème. Ou que les décisions sont prises alors qu'on sait que c'est des décisions qui ne sont pas forcément éthiques ou conformes à la loi et tout, si les gens ne veulent pas comprendre. Et puis, bien sûr, il y a la loyauté. Donc, il y a ces profils-là lorsqu'on dessine, disons, le profil, je dirais, j'allais dire, d'un membre du conseil d'administration qu'il faut prendre en compte. Mais en réalité, les déterminants, les styles d'équipe pour un conseil, le président du conseil va jouer un rôle prépondérant. Le président du conseil doit toujours considérer que son rôle, c'est de faire en sorte que le conseil apporte la valeur ajoutée. C'est-à-dire que lorsqu'il fait la note conceptuelle avec la direction générale et tout, il faut toujours penser à cet aspect de valeur ajoutée. Notre prochaine réunion, qu'est-ce que nous attendons comme résultat? Qu'est-ce que ça va apporter à notre organisation? Ce n'est pas par conformisme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre le président ou suivre tel ou tel groupe. Non, c'est toujours l'intérêt général. Et ça ne peut être possible que si on est tous d'accord sur un climat de respect, de transparence. Les gens doivent avoir toutes les informations. C'est pour ça que l'OHADA vous dit qu'on doit communiquer toutes les informations aux administrateurs pour pouvoir faire leur travail. S'ils n'ont pas toutes les informations, ils ne peuvent pas faire leur travail. Ça, c'est prévu, par exemple, c'est également prévu par le Code de gouvernance des sociétés cotées à la BRBM. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de référentiels qui traitent cette question. Donc, il est important que le président joue un rôle. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il évite l'autoritarisme. Le président est là juste pour encadrer le groupe, pour faire en sorte que le groupe produise de bons résultats. Il n'a pas de pouvoir propre en tant que tel. Il ne peut rien décider en tant que tel. Donc ça doit être important. Et donc, il doit avoir de bonnes relations. Aujourd'hui, dans les codes de gouvernance qu'on rédige, on prend en compte ces aspects. Il doit avoir de bonnes relations avec la direction générale. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'environnement du conseil d'administration. Et un point important, c'est que le président doit savoir utiliser les compétences de chaque administrateur. Parce que quand il valorise l'administrateur, le type, il se donne, il peut faire des propositions et tout. Dans un exemple, moi, j'ai eu, par exemple, à faire modifier les statuts du FARA parce que j'ai estimé que ça posait un problème à la gouvernance. Donc, ça veut dire que son travail en équipe, ils ont accepté. Donc, tous les ministres de l'Agriculture ont été convoqués à Accra, invités à Accra pour voter ce document. Donc, parce qu'on a travaillé en équipe. Et pendant la présentation du document aux différents ministres et tout, mais d'autres membres du conseil d'administration, qui étaient des ingénieurs agronomes, donc des techniciens, ont aussi montré les avantages des propositions qu'il y avait. Donc, on rencontre ensemble, on est responsable ensemble. Et donc, on est dirigeant dans la mise en œuvre de nos responsabilités. Et le président en premier doit être dirigeant. Le président doit toujours savoir que son rôle, ce n'est pas de conserver la parole. Son rôle, c'est d'abord d'écouter. Il écoute, il fait le point, il voit dans quel sens on part, c'est à gauche, c'est à droite. Et puis, si ça plus penser à gauche, on va à gauche. Si ça paraît équilibré, il a le droit effectivement de dire, bon, moi, puisqu'on n'arrive pas à se départager, voilà la position que j'adopte en tapant sur la table, parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois, on dit, on va aller dans tel sens. Et les autres ne disent plus rien, parce qu'on a suffisamment débattu. Mais dans certains cas, les gens qui vont se lever ici pour dire non, ah oui, mais pourquoi on n'est pas tombé d'accord? Pourquoi le président? Mais si on travaille en équipe, justement, pouvoir prépondérant qu'on donne au président, justement, c'est un peu ça, pour mettre fin aux discussions qui peuvent engendrer des problèmes. Et pour ne pas avoir de problèmes, justement, il faut que l'administrateur lui-même adopte une certaine posture. Il doit être tolérant. Il doit être condescendant, il doit être responsable, il doit être coopératif. Responsable, je donne un exemple. Quelqu'un sort d'une réunion du conseil d'administration, il dit, mais je m'en vais prendre l'avis de telle personne.
Il sort de la réunion, il va prendre l'avis de telle personne pour venir au conseil. Il va venir donner cet avis au conseil d'administration. Mais le conseil d'administration n'a pas à considérer cet avis. Parce qu'en fin de compte, la responsabilité civile et pénale pèse sur chacun des administrateurs. Donc, c'est très important de le savoir. Et c'est pour ça que la responsabilité est un élément essentiel. Alors, les risques que l'esprit d'équipe peut amener quelquefois, c'est que si on ne fait pas attention, on tombe dans ce qu'on appelle la pensée groupale. Mais en général, la pensée groupale va intervenir lorsqu'il y a des gens qui font des pressions sur les membres du conseil, du conseil. Donc, ils ne peuvent pas parler librement ou on ne donne pas la parole à tout le monde. Donc, la gestion du conseil d'administration va faire qu'on va suivre, voilà, comme entre guillemets des moutons de Paris, comme certains diraient, on va suivre. Donc, on ne doit pas tomber dans la... Il faut faire attention de ne pas tomber dans cette situation. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a une nouvelle pratique qui est, on est bien sûr aux États-Unis, les pays anglophones, qui est le board observer, c'est-à-dire il y a un expert qui va venir assister à quelques réunions du conseil d'administration et qui va indiquer aux membres du conseil d'administration et au président les points faibles du conseil. Ça, c'est vraiment de façon interactive. Ça n'a rien à voir avec l'évaluation qu'on va venir faire de façon plus longue. C'est important pour le président de savoir préparer les ordres du jour, de savoir conduire les réunions, de savoir accueillir les nouveaux membres du conseil d'administration, d'avoir de bonnes relations avec la direction générale. Parce que quand il n'y a pas de bonnes relations avec la direction générale, la direction générale peut s'entendre avec certains membres du conseil, le président s'entend avec d'autres membres du conseil. Automatiquement, le conseil est divisé, devient dysfonctionnel, ça devient difficile de prendre les décisions. Donc, c'est très important de garantir cette cohésion du conseil d'administration pour que, comme on dit, le travail d'équipe soit possible. Alors, pour cela, il faut qu'au minimum, comme on doit ramener un conseil qui est dysfonctionnel, comme celui que je vous ai décrit tout à l'heure, il faut une certaine loyauté. Donc, quand vous avez participé à une délibération, et puis finalement, votre point de vue n'est pas passé, mais vous appuyez quand même la décision du conseil. Moi, j'ai vu des cas où, je vais vous donner deux exemples. Un premier exemple, quelqu'un sort d'une réunion du conseil d'administration, sa position ne passe pas. Le conseil décide. Il va voir son ministre qui écrit au président du conseil d'administration pour remettre en cause la décision du conseil. J'ai été consulté là-dessus, j'ai dit non, c'est le conseil qui est responsable, vous ne pouvez pas, ce n'est pas parce qu'ils ont écrit, vous ne pouvez pas remettre en cause votre décision. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, quelqu'un sort d'une réunion du conseil d'administration, il n'est pas d'accord avec la décision qu'il prise, il s'en va, à l'époque, je ne sais pas si les gens font attention, directement sur le perron de Fraternité Matin, et il s'en va parler. Il n'est pas d'accord avec la décision. Donc, ça, c'est un administrateur complètement irresponsable, donc qui ne fait pas preuve de quelqu'un qui considère comme faisant partie d'une équipe. Donc, voilà. Donc, la loyauté, c'est important. Et puis, quand vous êtes loyal, il faut toujours divulguer les conflits d'intérêts. C'est pour ça que dans les conseils d'administration, de plus en plus, on met en place ce qu'on appelle des politiques de prévention et de règlement des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, si un conseil d'administration n'a pas cette politique, en termes de gouvernance, ça constitue un point faible quelque part. En dehors de ça, chaque administrateur doit être responsable. Je dois respecter mes engagements. Quand je m'engage à faire quelque chose, je respecte mes engagements. Si je m'engage à travailler sur le mécanisme d'élaboration du conseil d'administration qui n'existe pas, je fais en sorte que les outils soient élaborés, je fais en sorte que les gens soient formés, je fais en sorte que les gens utilisent le système. C'est un engagement que j'ai pris. Si je m'engage à élaborer le code de gouvernance, le code d'éthique, pardon, de l'organisation, avec d'autres, il faut que ce soit fait. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, je parle des expériences que j'ai eues à vivre, effectivement. L'altruisme, donc on est là, c'est l'intérêt de l'organisation qui doit compter, pas son intérêt personnel. Pas son intérêt personnel. J'ai vu des cas où des PCA, c'est arrivé, demandent des choses exceptionnelles à des directeurs généraux. Lorsque les directeurs généraux disent, bon, c'est un peu difficile, ce n'est pas prévu au budget, en fait, bref, ça crée des problèmes. Et souvent, le problème qui est créé, mais on va toujours tenter d'embêter le directeur général au cours des réunions du conseil d'administration quand le directeur général... Or, vous savez que le conseil est alimenté par des informations
qui sont données par la direction générale. Donc, c'est important d'avoir cette relation vraiment de cordialité, d'efficacité. Alors, la collégialité, c'est-à-dire que, bon, quand on travaille collégialement, la décision est collégiale. J'accepte d'être en désaccord, je ne suis pas d'accord, mais c'est ça la décision. Je donne un exemple, il y a eu des évaluations de conseil d'administration, restitution devant tout le monde, un membre ou une membre, précisément une dame, membre du conseil d'administration, le résultat lui est donné pour dire son résultat n'est pas bon, mais il va être le président du conseil lui dit nous allons demander à votre organisation de désigner quelqu'un d'autre à votre place. À votre place. Vous voyez? Donc là, la personne, elle n'a pas contesté, elle n'a rien dit du tout, puisque l'évaluation n'est pas bonne. Elle est en désaccord, mais elle n'a pas été désagréable. C'est ça aussi l'esprit d'équipe. Mais il y a la question de l'intégrité. Question de l'intégrité, j'ai eu une situation dans un conseil d'administration où il y avait différentes personnes du monde, des bailleurs de fonds, un peu tout le monde. Et donc là, vous avez quelqu'un qui représente une des régions de l'Afrique, mais qui ne devait pas représenter la région en question, au motif qu'il y avait une crise dans cette partie de l'Afrique. Et à chaque fois, on lui dit d'aller rentrer en contact avec les gens du pays qui devaient avoir un représentant dans le conseil, puisque c'était leur tour dans la région. Mais à chaque fois, il vient vous dire, oui, mais je vais être dans... Mais en fait, on s'est rendu compte que comme il y avait des indemnités pour les réunions et tout, à cause de ça, mais en fait, il ne faisait aucune démarche. Donc, à un moment donné, le conseil a dit, bon, OK, nous, voilà la décision qu'on prend. On va vous faire remplacer d'autorité en fonction des possibilités que le texte nous donne, parce qu'on a senti que le gars n'était pas intègre. Donc, quelqu'un qui n'est pas intègre dans un conseil d'administration, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et puis, bien sûr, si on veut vraiment avoir l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut évaluer nécessairement le fonctionnement du conseil d'administration, mais une vraie évaluation. Parce qu'il y a certaines évaluations qui ne sont pas des évaluations du conseil d'administration. Et puis, quand on a fait l'évaluation du conseil d'administration, il faut faire des recommandations, mettre en place un plan d'amélioration. Parce que s'il n'y a pas tout ça, ça ne sert à rien. Tous les codes de gouvernance, nous, on l'avait déjà prévu dans le code ivoirien, c'était déjà prévu. Tout ça n'est possible, l'esprit d'équipe n'est possible que si vous utilisez l'éthique. J'ai touché à l'éthique quand j'ai parlé de l'intégrité, j'ai parlé de la loyauté. Si vous utilisez l'éthique, c'est très important. L'éthique est considérée comme un élément essentiel de la bonne gouvernance d'entreprise, bonne gouvernance de n'importe quelle organisation. Et cela est prévu par la norme ISO 37000. Donc, si vous n'avez pas cette approche éthique, il est impossible de procéder à la constitution d'un groupe qui travaille vraiment en cohésion, comme un travail d'équipe doit se faire pour être plus performant. Donc, pour terminer, j'allais dire, le plus important pour un conseil d'administration, c'est son efficacité. L'efficacité, c'est vraiment essentiel. Toutes les sociétés, je l'ai dit tantôt, qui ont eu des problèmes au monde, c'était toujours dû par le conseil d'administration. Et il y a d'autres, comme nous n'avons pas assez de temps, mais le profil même des administrateurs qui viennent au conseil d'administration peut contribuer à créer une situation dysfonctionnelle, le profil des administrateurs. Donc ça, c'est un travail de fourmi qu'il y a lieu de faire pour bâtir un système qui peut permettre au conseil de fonctionner en équipe et d'apporter la valeur ajoutée au conseil d'administration. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a 15 minutes. Je ne sais pas si j'ai dépassé, mais je ne crois pas. Donc, comme on aura des questions tout à l'heure, tête. Donc voilà, un peu comme on a eu juste 15 minutes pour faire la présentation. Donc, on est allé à l'essentiel. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci. Allô? Merci. Merci, monsieur Traoré Bakari. Nous allons passer tout à l'heure. Vous êtes dans les temps. Vous êtes dans les temps, monsieur Traoré. Vous êtes dans les temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est Alex Kipré qui réagit en tant que modérateur. Tout à l'heure, on va passer à la série des questions. On veut pouvoir quand même retenir dans ce que vous dites que le profil de l'administrateur est très, très important parce que cet administrateur doit être tolérant, coopérant, mais il doit être aussi responsable. Cette idée de responsabilité est revenue à plusieurs reprises dans votre propos. Il doit être responsable de façon pénale et même civile pour que chaque membre
de ce conseil d'administration-là puisse converger vers une cohésion. Vous avez aussi insisté sur le président du conseil d'administration qui ne doit pas suivre de façon moutonnière. Vous avez parlé d'équipe groupale, de façon moutonnière, la direction générale. C'est ce qui pourra apporter, je pense, la plus-value. L'aspect de valeur ajoutée, c'est cela. C'est le fait qu'on ne suive pas de façon moutonnière la direction générale. Vous avez aussi insisté sur les risques, justement. La pensée groupale, ici, vous avez dit, elle doit se faire, mais il peut y avoir quelques risques. Il faut plutôt penser à l'esprit d'équipe. Il faut agréer cela de façon démocratique, c'est-à-dire on peut avoir un point de vue qui ne passe pas, qui est rejeté, parce que c'est la loi du nombre, c'est la loi de l'ensemble, et ce n'est pas parce que, justement, on n'a pas agréé notre point de vue, ce n'est pas parce que notre point de vue a été disqualifié qu'on doit nager à contre-courant. Il faut se faire à l'ensemble, à l'idée de l'ensemble. Et vous avez aussi fini en insistant pour dire que tout ceci n'est valable que si on part dans une approche d'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est la science du bien, l'honnêteté, la loyauté, etc. Donc, avant de revenir vers vous, M. Traoré Bakary, je voudrais d'abord vous remercier pour cette intervention qui, en 15 minutes, nous a donné beaucoup de satisfaction. On reviendra vers vous pour pouvoir avoir de plus amples détails. Et avant cela, après cela, donc, on va passer au deuxième intervenant, au deuxième panéliste, qui est lui, avant, il se présentera bien sûr, mais je dirai un mot rapidement. Il est footballeur de formation, il a été encadreur, il a été entraîneur et il est aujourd'hui président du conseil d'administration de son club de foot qui s'appelle Abidjan City Football Club, qui joue ici en troisième division en Côte d'Ivoire. Il a joué à Beveren, il tracera son parcours. Il a joué en Grèce, en Russie, en Belgique, un peu partout. Aujourd'hui, il est président du conseil d'administration de ce club-là. Il va essayer de nous montrer, en fonction du thème, qui est une équipe, un esprit d'équipe pour pouvoir avoir un conseil d'administration performant. Il va nous traiter ce thème-là. Donc, on va laisser la parole à M. Nemarco, qui a été formé à l'académie de Jean-Marc Guillou, l'académie de la SEC, qui a fait rêver beaucoup de supporters. Il a comme collègue donc le Yaya Touré, le Kolo Touré et tout cela. Donc, la parole est à M. Nemarco. Bonjour, docteur. Voilà. Oui. Okay. Bonjour. Et Sapia, bonjour. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité d'être présent ce matin. Voilà, c'est avec un réel plaisir que je vais partager mon expérience avec vous. Voilà. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Voilà, je suis un ancien footballeur professionnel, on va dire, formé à l'académie GMG, l'académie Mimosifcom. Donc, je fais partie de la première promotion. Cette promotion a commencé en 1994. Dans cette promotion, il y a des joueurs qui sont très connus et qui ont eu une grande carrière, qui sont Kolo Touré, Aruna Touré, bon, des joueurs qui ne sont plus à présenter. Voilà. Ensuite, j'ai été formé pendant 6 ans à l'académie de Mimosifcom et j'ai commencé ma carrière professionnelle en Belgique en 2002 à Beveren. Ensuite, après Beveren, je suis parti en Grèce, à Olympiakos, qui est le plus grand club grec. Ensuite, après la Grèce, je suis parti en Russie. En Russie, j'ai eu une expérience de 3 années. Et ensuite, après la Russie, j'ai été en Ukraine pendant 3 ans. Voilà. Donc, je décide d'arrêter ma carrière
justement en 2014. Ça a justement un lien avec la guerre que nous voyons aujourd'hui. Je décide d'arrêter ma carrière parce que je suis à Abidjan en ce moment, pendant ce temps. Et là, je découvre justement des talents, des jeunes footballeurs qui ont du potentiel. Et en ce moment, je décide justement de mettre en place un projet pour accompagner ces footballeurs afin qu'ils puissent réaliser, comme on l'a fait nous avec l'Académie Mimosifcom, leur rêve. Voilà, donc depuis, j'ai mis en place un projet, donc un projet footballistique, académique, donc la même expérience que j'ai vécue, je décide de mettre ça en place, donc de recruter les meilleurs talents qu'on peut trouver dans les quartiers à Abidjan, de monter une équipe justement, avec bien entendu une vision derrière, un objectif, et d'embarquer tous ces gamins et bien sûr des hommes aussi avec moi dans ce projet. Donc aujourd'hui, l'équipe s'appelle Abidjan City. C'est un travail qui a été fait depuis 10 ans. Voilà, donc ce matin, je vous parlerai justement de mon expérience en expliquant un peu ce que c'est qu'un esprit d'équipe pour la bonne performance. Voilà. Tout d'abord, pour moi, il faut avoir une vision. Une vision quand on veut atteindre un objectif bien précis et quand on veut embarquer des esprits avec nous, il faut avoir une vision. Voilà, la vision, moi, je l'ai construise forcément par rapport à mon expérience à l'académie et aussi à mon expérience à l'étranger dans des clubs professionnels. Dans ma vision, évidemment, je me suis fixé des objectifs. Voilà, et ces objectifs-là, je me suis fixé ces objectifs en regardant un peu le potentiel humain que je peux trouver sur place. Je parle du potentiel humain parce que c'est le talent justement de ces gamins-là qui me permettent de me fixer un objectif par rapport, bien entendu, à la concurrence qu'on peut trouver, on va dire comme ça, sur le marché. Voilà, donc les objectifs, une fois que je me suis fixé ces objectifs, j'ai emmené tout ça avec moi pour convaincre en fait des hommes, des enfants, des familles, afin de les embarquer dans une aventure. Donc, évidemment, par rapport à ces objectifs-là, j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas où on allait. Mais je me suis appuyé sur des valeurs, c'est-à-dire des valeurs, l'honnêteté, l'humilité et le travail. Parce que je leur ai dit qu'il n'y a pas de magie, il n'y a qu'avec ces valeurs-là, et notamment le travail, qu'on va y arriver. Voilà. Mais j'ai expliqué, évidemment, à mon équipe que je ne pouvais pas y arriver sans leur contribution. Donc, j'ai choisi justement des hommes avec un potentiel qui pourrait justement m'emmener à atteindre mon objectif. Voilà. Donc, ensuite, une fois que j'ai mis mon équipe en place, une fois que j'ai choisi les hommes et j'ai mis mon équipe en place, donc, évidemment, j'ai préparé et construit justement mon projet avec ces hommes-là. Donc, ce projet, je le construis en m'appuyant évidemment sur des valeurs, en mettant évidemment des règles. Je crois que le docteur tout à l'heure a parlé de règles. En mettant des règles, et nous, dans le foot, on appelle ça le règlement intérieur. Voilà, ce règlement intérieur qu'on trouve, qui est, on va dire, le socle on va dire de l'esprit d'équipe justement que nous mettons en place. Voilà. Donc ensuite,
quand on prépare son équipe et qu'on a construit son équipe, maintenant, bon, on va dire, l'aventure commence, c'est de guider et d'orienter tous ces hommes-là avec moi. Évidemment que je parle avec toute humilité, il faut un certain leadership. Il faut un certain leadership et j'ai appris justement à être un leader, à être peut-être un meilleur leader. J'ai appris pendant que je préparais, je construisais et je guidais ces hommes-là. Ces hommes-là m'ont appris à être meilleur. Ils m'ont appris justement à être, on va dire, à être ambitieux, plus ambitieux, parce que j'ai ressenti la responsabilité des hommes que j'embarquais avec moi. Voilà. Donc, guider, orienter, bien sûr, pendant le parcours, on a des doutes. Voilà, on a des doutes parce que des fois, il arrive qu'on ait des échecs. Le foot, on a des échecs tous les week-ends. Voilà. À partir du moment où on a tous été convaincus par cette vision et par ces objectifs que nous pourrions atteindre, voilà, il n'y a pas eu de problème justement sur le parcours que je fais depuis un moment. Voilà. Excusez-moi, je suis peut-être un peu, on va dire, pas très organisé parce que c'est ma première fois de participer à une conférence telle que celle-là. Voilà. Pendant que je guide mon équipe et je les oriente, bien sûr, il y a un travail de stratégie que nous mettons en place. Bon, ce travail de stratégie, il est beaucoup plus technique. Évidemment, il est basé sur la vision qu'on a, mais il est beaucoup plus technique et c'est un travail qui se fait vraiment sur le terrain par rapport aux événements aussi qu'on peut rencontrer, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, notamment des difficultés en Afrique, des difficultés au niveau de la logistique, les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau de l'organisation de notre sport et des difficultés aussi qu'on peut rencontrer au niveau des, on va dire, de tout l'aspect juridique que vous pouvez rencontrer, enfin, de cette difficulté que vous pouvez rencontrer au sein de nos organisations. Mais nous avons réussi à mettre une stratégie justement avec toute l'équipe par rapport aussi au marché qui évolue en Europe. Je parle des marchés de transfert, bon, c'est un peu plus technique. On a réussi à mettre une stratégie afin de nous adapter aux événements justement que nous allons rencontrer. Mais on met cette stratégie avec aussi pas seulement l'équipe, les hommes que nous avons, mais c'est aussi avec les produits que nous avons, c'est-à-dire les joueurs. Donc, les joueurs qui sont concernés, on apprend à les connaître davantage. Ces joueurs-là aussi évoluent. L'environnement sportif, par rapport à moi, mon expérience a évolué parce que la société a évolué. Donc, on met une stratégie en s'adaptant justement à tous ces paramètres-là. Voilà. Bon. Ici, on parle d'évaluation et de bilan. Bon, dans le foot, le bilan se fait pratiquement chaque week-end. Parce que chaque week-end, justement, on doit pouvoir préparer son équipe et aller atteindre l'objectif tous ensemble. Le bilan dans le foot, on va dire, il est plus humain que technique. C'est-à-dire que quand on sort d'un match de foot, il faut comprendre que à la sortie de ce match, le résultat n'est plus important. Donc, c'est l'aspect psychologique, c'est l'expérience que nous allons engranger dans ces matchs-là, justement, qui nous intéresse. Et c'est sur ça qu'on fait le bilan et on essaie d'évoluer. La plupart du temps, on demande des résultats dans le foot, mais les gens confondent le score et le résultat, le bilan, expérience qu'on peut avoir à la fin. Donc, quand on fait le bilan, on tient compte de l'expérience de ce que l'équipe a appris en réalité, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Mais en général,
le bilan se fait avec toute l'équipe, avec les joueurs, avec bien évidemment les images des événements qu'il y a eu. Mais à l'arrivée, on a surtout besoin de savoir ce que les hommes et les joueurs ont vécu. Voilà. Bon. Ensuite, je pense que j'attends qu'on puisse avoir une discussion pour poser des questions pour qu'on puisse peut-être mieux développer un peu tout ce que j'ai pu dire en amont. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas fait 15 minutes, mais c'est bien. On a compris ce que vous avez dit, du moins ce que j'ai envie de retenir et restituer, c'est que pour pouvoir garder cet esprit d'équipe et rendre performant justement votre groupe, il faut avoir une vision. Vous avez parlé de vision. Il faut avoir une vision au préalable, c'est-à-dire une façon de voir votre projet qui est la résultante de votre expérience personnelle et de ce qu'on met en place, qu'on vous demande de faire. Donc, vous avez une vision. Cette vision-là vous permet de chercher à atteindre des objectifs bien précis. Il y en a plusieurs. Mais pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs, je pense qu'il faut faire des choix. Et ça, je me souviens que M. Dr Traoré Bakary en a parlé. Il a parlé du profil des hommes. Il faut avoir des choix. Vous avez parlé à un moment, vous avez parlé des humains. Ça nous a interpellés. C'est-à-dire le produit, le collaborateur, l'adjuvant de votre travail doit être quelqu'un qui est habité par des valeurs, l'humilité dont vous avez parlé, et M. Traoré Bakary aussi en a parlé. Donc, l'idée d'humilité, de performance aussi, d'intégrité aussi. Donc, le choix de ces hommes-là, le profil de ces hommes, et là, tous les deux, vous dites la même chose pratiquement, doit être habité par des valeurs. L'homme doit s'appuyer sur des valeurs. Par exemple, quelqu'un qui est dans ce club ou qui est dans une administration, il y a quelque chose qu'il ne fera jamais. C'est-à-dire tous les membres doivent savoir qu'il y a des choses qu'ils feront, qu'ils ne feront jamais. Ensuite, vous avez parlé de la stratégie. La stratégie, c'est ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre les objectifs. Comment vous allez y arriver? Et là-dessus, il y a une question qui me vient, peut-être que vous allez répondre à cette question. À la fin maintenant de tout ça, vous faites une sorte de bilan d'évaluation, mais à la différence peut-être des entreprises classiques, vos bilans, votre évaluation, vous le faites tout le temps. C'est-à-dire chaque semaine, il va falloir poser un bilan de ce qui se passe. Il y a quelque chose, avant qu'on revienne à M. Traoré Bakary et qu'on laisse les questions se poser, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je veux abuser un peu. Comme on est aux couleurs de la CAN, je vais profiter pour poser une question d'où vous venez. Vous avez dit que le bilan, on confond le bilan, dans le bilan, on confond le sport et le résultat. Nous, on a été battus, la Côte d'Ivoire a été battue 4-0. À vous entendre, ça veut dire que même ce 4-0 n'a pas trop d'importance, c'est peut-être ce qu'on tire de ce 4-0. Donc, les échecs sont un peu importants. Donc, j'ai envie que vous réagissiez avant qu'on revienne vers le docteur Traoré Bakary sur, d'abord, ce 4-0-là. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Puisque vous dites qu'il y a le score à part et il y a les résultats. C'est la première question. La deuxième question, c'est le deuxième match, on gagne. On doit, enfin le quatrième match, le troisième, quatrième match, le huitième de finale en tout cas, on doit jouer contre le Sénégal. On part un peu défavorisé sur les papiers, c'est le champion d'Afrique, le Sénégal, il joue bien, il a 9 points, nous on n'en a pas autant. Qu'est-ce qui s'est passé en équipe, hein, pour qu'on se réveille? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ou alors en équipe, qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe sénégalaise pour que le Sénégal nous laisse la main, nous fasse, enfin, pour qu'on gagne le Sénégal? Si vous pouvez répondre rapidement à ces deux questions comme on a couleur de la CAN, toujours avec l'esprit d'équipe, hein, insister sur l'esprit d'équipe. Si vous pouvez répondre à ces deux questions, et on va revenir maintenant pour laisser la parole. D'accord. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au bilan. Quand une équipe comme la Côte d'Ivoire organise la CAN chez elle, c'est-à-dire elle est prête depuis 10 ans à recevoir la CAN chez elle, elle a énormément investi, notamment au niveau des infrastructures sportives. Ça veut dire que si